qui nous rejoignent en ce moment, n'hésitez pas à écrire un petit bonjour qu'on vous voit dans le chat arriver tranquillement. Bonjour à tous. On est encore hyper ravis de faire ce nouveau et de vous présenter ce nouveau webinar sur un sujet en plus très sexy ce matin qui est la communication print sous l'angle de la créativité. Donc bonjour à tous, on espère que vous allez super bien. Bonjour Franck, bonjour Mickaël, bonjour Sabine. Je vous laisse arriver tranquillement. En attendant, je vous parle un peu de ce dont on va parler pendant cette heure ensemble ce matin. La communication print sera-t-elle créative en 2021? Alors évidemment, c'est une question un peu rhétorique. Oui, elle sera créative et dans ce webinaire, on va vous dire pourquoi, comment et quelles sont toutes ces innovations et toutes ces tendances qui font que on est face à un sujet sexy. Alors, et pourtant, on a une communication print qui est décriée. Il y avait une information hier, un rapport qui est sorti sur les impacts environnementaux du print, encore une fois. Et toute la filière doit s'organiser pour remplacer ces encres, etc. Donc, le print, on en parle tous les jours. Et il fait face, c'est un support qui fait face évidemment à de nombreux défis. Mais il y a de nombreuses tendances qui font qu'il va sans doute s'en sortir, pour ne pas vous spoiler. Évidemment, le marketing nostalgique, le retour du toucher, l'éloignement des écrans que beaucoup souhaitent, les valeurs traditionnelles qui reviennent à la mode, et puis cet objet qui revient, qu'il soit un objet de communication extérieure dans la rue ou qu'il soit dans votre boîte aux lettres ou qu'il soit un objet plus imposant sur la table de votre salle. C'est toujours un objet qui engage peut-être davantage que d'autres supports. Bonjour à tous. Bonjour Thierry, bonjour Nathalie. Alors, je vais vous présenter nos intervenants du jour, à commencer par Agathe Hoffman, responsable marque et communication France d'Exaprint, Exaprint avec lequel nous co-organisons ce webinaire. Bonjour Agathe. Bonjour à tous. Alors, on revient vers toi dans un instant pour commencer la discussion, mais je présente Cécile Darmaillan. J'espère que j'écorche pas votre nom. Cécile, Sales Director France de Getty Images. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Nous avons également avec nous Mélanie Pennec, qui est Creative Director chez l'agence DDB Paris. Bonjour, Mélanie. Bonjour. Est-ce que ça va bien, Mélanie? Magnifique. Également avec nous ce matin, Éric Trousset, directeur du développement du média courrier chez La Poste Solutions Business. Bonjour, Éric. Bonjour. Bonjour à tous. Et puis, enfin, nous avons Benjamin Lassalle, directeur général délégué au contenu de la régie du Figaro, également directeur général de l'agence intégrée 14 Haussmann. Bonjour Benjamin. Bonjour à tous, ravi d'être là avec vous pour ce beau sujet. On est ravis également de vous avoir tous. Ça va être un beau webinaire. Vous êtes déjà 200 connectés en live, donc c'est magnifique. Merci de nous accorder votre temps et je pense que vous n'allez pas le regretter parce que ça va être passionnant. Alors, on va commencer par Cécile. Cécile de Getty Images qui va nous présenter un petit peu pour poser un peu le tableau avant qu'on commence à parler de tout et de rien, les tendances visuelles 2021 qu'ils ont repérées grâce à leur étude visuelle GPS. Alors, Cécile, dis-nous un petit peu quelles sont les tendances créatives de la communication papier en 2021. Alors, merci Thomas pour cette introduction. Effectivement, avant de parler de créativité, sujet qui nous tient particulièrement à cœur chez Getty, on a trouvé intéressant de pouvoir vous présenter les principales tendances visuelles de cette année. Alors, comme vous le savez, la mission de Getty Images est de faire bouger le monde à travers nos visuels. On croit profondément au pouvoir des images. Elles permettent beaucoup de choses. Elles permettent de changer les perceptions, elles permettent d'inspirer, elles incitent au changement.
On vit aujourd'hui dans un monde de plus en plus visuel, on est dans l'ultra-consommation du visuel, alors c'est d'autant plus important d'avoir la bonne image ou la bonne illustration. C'est pas évident de choisir le bon contenu visuel. C'est pas évident de savoir ce qui va engager ou ce qui va pas engager, mais ça peut avoir un impact très fort avec votre public. Le bon visuel va engager, le mauvais visuel peut avoir un impact extrêmement négatif. Donc, il est important pour vous aider à choisir le bon visuel, pour vous aider à utiliser le bon visuel, que vous compreniez le comportement et les préférences des consommateurs, des audiences. C'est pour ça qu'on a effectivement travaillé et développé notre plateforme d'analyse qui s'appelle Visual GPS, comme vous l'avez dit, qui permet de vous présenter les principales tendances au travers d'études et d'analyse des données. Donc, je vais reprendre un petit peu très rapidement la partie méthodo pour vous expliquer effectivement comment on a pu sortir ces insights. Donc, Visual GPS, c'est l'analyse de données internes déjà, parce que Getty a 25 ans. Et on a donc 25 années de data de nos ventes, donc des visuels qui sont le plus achetés, mais aussi des mots-clés les plus recherchés, des visuels qui sont le plus téléchargés. À cette data, on a couplé des data externes avec des enquêtes menées auprès d'un panel de consommateurs, de 10 000 consommateurs dans le monde entier. On a couplé ces résultats avec des entretiens qu'on a menés auprès de nos clients, que ce soit les directeurs marketing, directeurs communication de nos annonceurs, mais aussi les directions créatives et les acheteurs d'art des agences. Et enfin, notre équipe de Creative Insight a analysé les grandes stratégies visuelles de l'ensemble des grandes marques du monde entier. Tout ce mélange, ça donne Visual GPS et qui va détailler les préférences des consommateurs, les attentes des consommateurs pour que les marques puissent choisir les visuels qui leur parlent. On a 4 grands thèmes que je vais du coup vous présenter plus en détail. La réalité, l'authenticité, le bien-être, qui est notre deuxième thème, la technologie et enfin, thème extrêmement important cette année, la durabilité. Alors, je vais vous parler de ce besoin qu'ont aujourd'hui les consommateurs de réalité, d'authenticité. C'est une préoccupation qui est au cœur de beaucoup de débats, au cœur des attentes des médias, des arts. C'est plus qu'une simple tendance. C'est vraiment ce qu'on appelle chez Getty une force. C'est un élément qui est essentiel aujourd'hui dans l'effort continu pour accepter nos différences et pour faire preuve d'empathie entre humains. Et les consommateurs aujourd'hui sont de moins en moins indulgents à l'égard des marques qui manquent de transparence, qui manquent d'honnêteté, qui manquent d'authenticité. Aujourd'hui, 8 personnes sur 10 attendent des marques qu'elles s'engagent de façon cohérente en faveur de l'inclusion. Et malheureusement, il s'avère que les marques ne suivent pas toujours parce que seulement 14% des consommateurs français ont le sentiment d'être bien représentés. Seulement 14%. Donc, c'est vraiment très peu. Et les personnes qui se sentent moins représentées aujourd'hui sont les femmes et les personnes de couleur. Alors, 92% des marques aujourd'hui, effectivement, montrent des personnes de couleur dans leur communication. Seuls 15% d'entre elles sont représentées culturellement par autre chose que la couleur. Et ça, c'est un vrai sujet, c'est un vrai débat. Et il faut absolument qu'on arrive à représenter à l'inclusion, la diversité et par d'autres sujets moins stéréotypés. Et ce qui est intéressant, c'est que si une marque décide de faire une vraie représentation et de vraiment représenter les gens au mieux, ça porte ses fruits. Parce que les marques qui réalisent des publicités faisant appel à des personnes représentatives ont vu leur vente augmenter de 44% au cours des 2 dernières années. Deuxième grand sujet, le bien-être. Alors, le bien-être, c'est un sujet intéressant parce que ça a plein de significations et ça a une signification très particulière pour chacun d'entre nous.
Aujourd'hui, on vit des temps très compliqués, on est dans des situations difficiles et on est séparés, éloignés de nos amis, on est séparés des membres de notre famille, on est séparés de nos collègues, on est privés de la plupart des interactions sociales qui pourtant nous font vivre. Et la santé, donc le bien-être, c'est la santé, est un élément essentiel. Ce que les conservateurs français défendent et qu'ils considèrent comme une priorité majeure de leur vie. Près de 9 consommateurs français sur 10 accordent une importance presque égale à la santé émotionnelle, la santé physique et la santé mentale. On parle beaucoup de santé mentale, on en a encore parlé ce matin à la radio. La santé mentale, c'est une préoccupation majeure de tous aujourd'hui et c'est vraiment très important dans cette période. Un tiers des consommateurs français aujourd'hui pensent que davantage de personnes seront diagnostiquées souffrant de dépression suite à cette époque de pandémie que l'on vit. Donc la question qu'on se pose, c'est comment on représente le bien-être et comment on la représente de façon inclusive pour toucher l'ensemble de nos communautés. Montrer toutes sortes de bien-être, c'est montrer toutes sortes de bien-être inclusifs pour tous. C'est le bien-être physique, c'est le bien-être émotionnel, c'est le bien-être spirituel, mais aussi le bien-être mental. Il faut vraiment mettre l'accent sur la connexion. C'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui. La connexion, la communauté, la solidarité. C'est se ressentir ensemble. On sait que, enfin, on espère qu'en tout cas cette pandémie va bientôt s'arrêter, mais on sait que ces valeurs-là, ces valeurs de connexion, de communauté et de solidarité resteront profondément gravées aujourd'hui chez tous. Alors, troisième tendance qui peut vous paraître complètement déconnectée par rapport aux deux tendances que j'ai présentées juste avant, c'est la technologie. Vous allez me dire, la technologie, quel est le rapport entre la réalité, entre le bien-être? La technologie, c'est le moyen de garder le lien. Et c'est vraiment le sujet aujourd'hui. Je parlais de connexion. La technologie apporte énormément et aide dans la connexion. Ça apporte du confort. C'est une alternative, malheureusement, aujourd'hui à nos contacts humains. La technologie est partout. En ces temps de pandémie, la quasi-totalité d'entre nous qui sommes socialement isolés, la technologie reste notre lien prioritaire avec le monde extérieur. 6 Français sur 10 déclarent que la technologie leur permet de se sentir connectés et c'est ce qui compte aujourd'hui le plus. Néanmoins, il est important de rappeler que la technologie, elle doit être utile. On doit avoir un impact sur la vie. Ça a un impact sur la vie des consommateurs. On est loin de l'innovation à tout prix. On a complètement changé cette façon de représenter la technologie. On est vraiment dans le sens et dans le lien que ça crée entre nous tous. En termes de résonance visuelle, c'est le plus souvent la relation d'une personne avec la technologie qu'on va mettre en avant et la manière dont la technologie nous permet d'interagir. Je vous rappelle peut-être une image qu'on avait l'habitude de voir qui était ce doigt d'un robot qui parlait de technologie. Non, aujourd'hui, on ne présente plus la technologie comme ça. On la présente au cœur de nos vies. On la présente toujours avec un humain. Il y a l'humain toujours associé à la technologie, ce qui nous permet de démontrer le sens qu'elle peut apporter et en quoi elle rapproche les gens et en quoi elle permet cette connexion. Donc, une demande très forte, vous parlez de technologie, associez toujours un humain et représenter la connexion, l'interaction que l'on peut créer entre les gens. Quatrième grand sujet, ça c'est un sujet dont on parlera énormément en 2021. On en parle déjà beaucoup, mais ça va complètement accélérer et ça accélère aujourd'hui. C'est la durabilité. Il s'avère que beaucoup s'attendent à ce que ce soit les jeunes générations qui prennent en charge ce sujet, cette notion, alors que c'est un thème totalement universel qui concerne tout le monde, tous les genres et tous les pays.
94% des consommateurs français estiment que, effectivement, la façon dont nous traitons la planète aujourd'hui aura un impact significatif sur l'avenir. On se sent effectivement tous concernés a priori. Mais le problème de la durabilité, c'est que ça nous amène à un dilemme que nous appelons l'énigme de la consommation. On est tous convaincus qu'il faut revoir la façon de consommer. 44% des consommateurs ont la volonté de consommer différemment, ont la volonté et le souci de effectivement plus protéger l'environnement. Donc, on a tous vraiment envie de faire cet effort, mais il ne reste que la facilité est aussi un élément prioritaire dans la consommation. Donc, c'est là qu'on parle de dualité. J'ai envie de consommer, j'ai envie de protéger, mais j'ai aussi envie que ça soit simple. Et c'est là tout le sujet et c'est là toute la difficulté. Alors, qu'est-ce que cela signifie en termes de représentation visuelle? Il faut représenter la durabilité comme pour tous. Donc, il faut faire en sorte qu'elle soit le plus inclusive, la plus représentative. Il faut qu'on voit tout type de personnes, quelle que soit son origine, son statut social, son âge, son orientation sexuelle, son genre, sa relation. Il faut que on la représente de la façon la plus globale possible et la plus inclusive possible. Les pratiques durables, elles doivent être également en accord avec les valeurs de la marque. Ça, c'est extrêmement important. Et d'un point de vue visuel, l'essentiel est de démontrer les pratiques que la marque va développer et la manière dont on va intégrer les sujets de la durabilité. On peut le faire de façon subtile. On peut le faire en intégrant des éléments qui vont effectivement montrer en quoi la marque est déjà engagée. Des petites astuces, choisissez des visuels dans lesquels il y a des emballages en carton, il y a des couverts recyclables, il y a des éléments en bambou. Évitez absolument ce qu'on appelle, nous, les mots visuels. Quand une marque communique, évitez que sur l'image, il y ait des bouteilles en plastique, évitez qu'il y ait des pailles en plastique, évitez absolument au maximum ces perturbateurs qui pourraient à terme avoir un impact extrêmement négatif sur votre communication. Voilà les 4 grandes tendances. Le sujet aujourd'hui, c'est la créativité, c'est le print. Alors, j'ai voulu terminer, je sais qu'il faut que j'accélère, j'ai voulu terminer cette présentation par une campagne print qui est, à mon avis, la plus représentative et qui conclura bien cette présentation de tendance, qui est la campagne Show Us. La collection Show Us est un partenariat que Getty a monté avec Dove et avec Girl Gaze, qui résume totalement cette tendance de réalité et d'authenticité. La collection, elle est créée par des femmes et des personnes non binaires et elle vise à briser les stéréotypes profonds de la beauté. Cette double page, je pense qu'elle représente parfaitement et elle conclura parfaitement le sujet en vous montrant tout type de femmes, de toute origine et avec toutes leurs différences. Et je pense que nous serons tous d'accord que ces femmes sont parfaitement belles et elles représentent cette tendance très forte de ce besoin de réalité et de diversité, en tout cas qui est un sujet, qui seront un sujet très important en termes de créativité cette année. Beaucoup, Cécile, c'est passionnant. On voulait commencer ce webinaire sur la créativité dans le print en vous présentant les quelques tendances visuelles de 2021 et la mission est fortement remplie. Merci beaucoup, Cécile. Alors, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Il y en a eu déjà quelques-unes. On y répondra en dernière partie du webinaire. Donc, tout au long du webinaire, posez vos questions à tous nos intervenants et ils se feront un plaisir d'y répondre tout à l'heure. Alors, la créativité, la publicité print est-elle une alternative plus pertinente qu'elle n'y paraît de prime abord? On va voir ça avec l'ensemble de nos invités, à commencer par Mélanie Pennec, Creative Director chez DDB Paris, agence qui par ailleurs a gagné notre classement créatif des hits d'or chez CB News.
Alors, la créativité print chez DDB Paris, ça donne quoi? Quels exemples vous avez pu repérer ici ou là qui vous ont particulièrement marqué ces derniers temps? Et ben, en fait, paradoxalement, chez DDB, je dirais que la créativité, elle est dans une forme de retour aux sources. On va vous montrer, quelques exemples de tout le travail qu'on est en train de faire pour Monoprix. Monoprix, c'est un budget qu'on a gagné, il y a quelques mois et on est en train de retravailler vraiment toutes leurs marques. Et en fait, DDB, pour ceux qui connaissent pas, c'est une agence donc américaine et avec un des fondateurs qui s'appelle Bill Bach, qui a fait toutes les publicités assez iconiques de Volkswagen. Et nous, on a cette espèce de vraie tradition dans cette maison, qui est de se dire à chaque fois, cherchons une vérité et essayons de faire en sorte de communiquer là-dessus. Du coup, l'exemple que là je vous montre, ça illustre ce que je vous raconte, de dire c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on pense innovation dans le print, on peut y voir évidemment les QR codes, la technologie, etc., etc. Et puis on peut aussi y voir, voilà, comme je disais, un retour aux sources. En l'occurrence, les premières images que je vous montre là, ça c'est des campagnes de Monoprix que pour le coup n'a pas du tout fait des DB dans les années 90. Qui sont à chaque fois, voilà, comment est-ce que on raconte cette marque, comment est-ce qu'on met un peu d'humour partout. Nos jeans sont doublés, ce n'est pas parce qu'ils ont froid aux yeux qu'ils doivent avoir froid aux fesses, etc., etc. Et nous, voilà ce qui sort maintenant, c'est tout frais, vous allez les voir dans quelques semaines en abribus, en presse et chez Monoprix. C'est ça, donc c'est à chaque fois on choisit des produits et derrière on essaie d'en faire ben voilà les annonces les plus drôles et pertinentes possibles. Donc voilà, pour parler de croquettes pour chat, nos produits ont été testés sur les animaux, ils ont trouvé ça délicieux. Je vous le défile un petit peu. La dernière fois que vous aviez vu autant de mousse, c'était lors de cette fameuse soirée à Ibiza que vous aimeriez oublier. Et il y en a pas mal comme ça, des comme ça. Et je vous montre ça, pas du tout pour faire de l'autocitation, mais c'était pour où est-ce qu'on en est chez DDB. Et je dirais que finalement, si je résume les choses, chez DDB, on en est à peu près au même endroit qu'il y a 50 ans, c'est-à-dire on essaie de travailler les choses avec intelligence et de créer des messages qui vont parler très fort à une cible et essayer de l'interpeller au possible. Voilà pour moi. Peut-être d'autres agences, d'autres campagnes qui également donnent la couleur du temps en ce moment. Ben, après, je dirais que c'est ça. Moi, les campagnes que je remarque, c'est globalement celle-ci. Et derrière, effectivement, on en parlera un tout petit peu plus tard. Je pense qu'il y a des dispositifs événementiels qui sont super intéressants. Et notamment, un des freins, je trouve, qu'il y a souvent par rapport au print, c'est de se dire, ah, bah, ça peut coûter cher par rapport à un post Instagram, etc. Et moi, ce que je trouve chouette, c'est de se dire que, en fait, le print, quand c'est bien fait, il suffit d'un espace. Et ça, on en parlera. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois, EasyJet avait fait une campagne qui était assez chouette avec l'agence Buzzman. C'était une seule très belle affiche à Bordeaux qui était reflétée voilà, dans l'eau. Et du coup, le message était posté à l'envers. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de choses. Je trouve qu'il y a voilà, une intelligence là-dedans qui est assez belle et de se dire, encore une fois, ben, c'est pas parce que c'est du print que ça coûte cher et c'est pas parce que c'est du print qu'il faut que ce soit imprimé à des milliers d'exemplaires pour être remarqué. Voilà. Exactement. Et d'ailleurs, dans ce webinaire, nous parlerons du papier dans sa globalité, c'est-à-dire que ce soit de la communication extérieure des affiches ou encore des prospectus et autres imprimés, distribués. Alors, comment est-ce que vous voyez le paysage de la communication papier évoluer ces derniers temps et qu'est-ce que vous en avez à dire? Je commencerai peut-être par Agathe sur cette question-là, Agathe Hoffman d'Exaprint. J'ai envie de rebondir sur ce que racontait Cécile au début, sur cette sorte de jonction un peu dilemme entre le digital et le papier. C'est souvent un grand chapitre dans les webinaires, en tout cas auquel Exaprint participe forcément. Donc on a vu que c'était un support qui avait été boudé pas mal et qui est souvent décrié comme étant polluant et surtout réservé aux seniors finalement. Et ça, c'est quelque chose qui est démontré, c'est plus du tout le cas. Rebondir aussi sur ce que racontait Mélanie juste à l'instant, sur ce jeu finalement du support imprimé avec l'espace, en fait, la résonance entre l'architecture, l'environnement urbain ou même
l'environnement au sens large, en fait, le fait d'utiliser des espaces qui ne sont pas des espaces finalement d'affichage et qui en deviennent un par voie de conséquence, à savoir l'eau avec le reflet, etc. C'est effectivement un, un- un support, enfin un jeu, on va dire, spatial entre le print et l'architecture qui peut être exploité. Et il y a plein d'autres choses qui peuvent être mises en place en ce sens-là. Donc, on revient, nous, on observe de la part, de la part de nos clients et même en termes de commandes, un vrai retour sur différents produits qui vont toujours aller en résonance donc dans l'environnement, mais aussi inévitablement avec le digital. On peut pas aller contre ça. Cécile disait tout à l'heure que c'était une façon de garder le lien et on en est tous conscients avec cette situation actuelle. Donc, nous, ce qu'on observe, en fait, c'est qu'il y a des nouvelles formes d'expression qui naissent pour pallier la privation de contact et la privation de rencontre, en fait. Donc, on a une réintégration finalement progressive du papier dans les échanges indirects. Donc, nous, on a observé ça à travers la commande d'affiches, notamment chez Exaprint, et aussi dans la décoration. En fait, ça va être dans les espaces auxquels, qui sont fréquentés pardon, par les consommateurs ou même en entreprise, même si on n'y va qu'une fois par semaine, etc. Il y a un vrai retour finalement à tout ce qui va être affichage, décoration, support de photos, etc. Parce que on a besoin de se nourrir du visuel. On est un animal social avec un sens visuel qui prime beaucoup. Donc voilà, on a aussi observé finalement cette espèce de résonance entre le lien urbain et le lien du papier. Donc, notamment ici à Montpellier, moi j'habite en centre-ville et j'ai observé des collages un peu partout dans Montpellier qui se manifestent de façon beaucoup plus intense qu'à l'accoutumée. En fait, des formes de communication graphique sur les murs, où finalement on assiste finalement à une sorte de musée dans la ville pour pallier à la fermeture des musées, etc. Donc ça va être ce genre de choses qu'on peut voir dans le paysage print. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'on a une industrie papetière qui va bien, malgré la pandémie. On a donc en fait les chiffres de l'Union française des industries des cartons, papier et cellulose, donc Copacel, qui nous a indiqué une croissance de quand même plus 1%, donc c'est que 1, mais c'est quand même plus 1% entre l'année dernière et cette année, grâce au développement des emballages et des cartons. Je pense notamment, j'imagine, avec le click and collect, la vente à emporter, ça a dû y jouer aussi. Et ce que je dirais pour terminer sur cette partie-là, c'est finalement si on voit fleurir comme ça des affiches, des supports, je pensais notamment aussi à la gazette de Monoprix qui avait été distribuée dans les files d'attente au moment du premier confinement. Donc ça, je pense que ça ne devait pas être DDB à l'époque, mais c'était donc une gazette qu'on donnait aux gens qui faisaient la queue pour pouvoir patienter tranquillement dehors, alors que finalement, on s'imagine que le papier, c'est pas forcément quelque chose qui va attirer, etc. Donc ça, c'est permis aussi par une démocratisation des coûts de production du papier et le fait que des techniques et même des quantités soient plus accessibles qu'avant en termes de prix. Voilà, j'ai vu Mélanie apparaître, je pense qu'elle voulait réagir. Oui, peut-être Mélanie, tu voulais rebondir? Ou pas? Eh ben, en tout cas, moi, je vais donner la parole à Cécile en attendant sur cette même question. Et à Mélanie, pardon. Oui, Non, Mélanie, je vous dis-nous. disais juste, effectivement, sur cette histoire de gazette, c'était nous, c'était quelque chose qu'on a fait, pardon, j'ai pas ma caméra, depuis chez nous. Et effectivement, c'était assez intéressant. L'idée à l'époque, c'était de se dire, globalement, les gens vont faire la queue devant les supermarchés, et du coup, comment est-ce qu'on peut les occuper? Et effectivement, il y avait un truc qui était intéressant dans le fait de justement pas leur donner du contenu à lire sur leur téléphone, mais de leur donner un vrai support papier, parce qu'effectivement, ça crée un tout petit peu d'humanité dans cette période qui était quand même encore plus compliquée que maintenant, parce qu'inédite. Eh oui. Cécile, comment est-ce que vous, chez Getty, vous voyez aussi de votre côté ce paysage de la communication print évoluer? Est-ce que Cécile est avec nous? Oui, c'est bon. Je suis désolée, Oui, oui, c'est bon. En fait, nous, on voit effectivement les choses évoluer avec de plus en plus
d'évolution vers l'inclusion et plus d'ouverture. On sait que ces valeurs profondes, en tout cas, qui sont portées par le print resteront et ces valeurs qu'on arrive à transmettre via le print resteront fortement. On sait aussi que ça a été un vrai sujet et on se pose la question, le print est vraiment confronté à des grandes difficultés, mais on voit que ça reste une valeur refuge, ça reste une valeur en tout cas qui génère en tout cas beaucoup de revenus publicitaires aussi, si on reprend sur la partie revenus publicitaires. Les abonnements sont là, la confiance est là, donc pour nous, ça restera un mode de communication majeur. Aujourd'hui, nous, on voit que la majeure partie, chez Getty, on peut acheter des images pour le print ou pour le digital. La plus grande partie de nos usages aujourd'hui reste du print. C'est vraiment un besoin, effectivement, et la majeure partie des achats parce que ça reste le mode de communication rassurant, de confiance aussi. On parle beaucoup de confiance. On sait que le digital, parfois, n'apporte pas et peut-être faux. Enfin, on parle de fake news, on parle de tout ça. Donc, on sait que cette évolution, elle restera, ça restera la valeur refuge Alors, pendant encore longtemps. Cécile, merci beaucoup de me faire la transition avec Eric, parce que j'avais une question pour Eric Pousset de la Post Solution Business sur justement ces différences dans la créativité entre le digital et ce qu'on peut faire dans le print. Qu'est-ce qu'on va voir cette année en 2021? Merci Thomas. En fait, on va parler quelques minutes de marketing direct, puisque c'est un élément constitutif du print et qui a deux vertus. D'abord, un pouvoir de résilience assez fort. Je ne vous cache pas qu'il y a un an, quand on est rentré dans la crise, on s'attendait à une très forte baisse des volumes. Et finalement, alors bien évidemment, comme tous les médias, il y a un impact évident, mais la baisse est bien moins forte qu'on s'attendait à une baisse à 2 chiffres et elle est à 1 chiffre. Donc c'est plutôt rassurant. Et on a vu, hormis effectivement l'impact direct sur notamment le retail qui était fermé, bon là forcément je ne communique pas, mais globalement il y a eu une volonté et ça a été dit plusieurs fois depuis le début, de garder ce lien humain, cette humanité au travers du print. Sachant que l'avantage du print, c'est qu'il est multisensoriel. Et je crois que certains annonceurs commencent à redécouvrir justement. Alors en digital, on va faire des choses extrêmement créatives visuellement, mais au travers du papier, je vais prendre quelques exemples. Il y a du papier à planter. Et on a vu par exemple l'année dernière, Maïf envoyer un mailing, qui était une lettre simple. Donc en soi, c'était pas créatif, mais c'était le fait d'utiliser du papier que, après usage, finalement, on le met en terre et ça donne des petites fleurs. Renault, pour un mailing récent sur le lancement de la Twingo électrique, avait une partie du contenu qui était détachable et qu'on pouvait planter. Il y a du papier à manger, il y a du papier olfactif. Alors, il y a aussi un exemple que je n'ai pas vu utilisé en France, un peu particulier, mais c'était en presse, mais que Ikea en Suède a utilisé avec du papier test de grossesse. Alors le test, comment il fonctionnait? Il fallait uriner sur l'annonce. Bon, c'est un peu spécial, mais ça montre que finalement la créativité peut déjà être dans le support lui-même. Alors ensuite, elle peut s'exprimer bien évidemment, et on l'a vu avec les autres intervenants, par la création, je dirais, publicitaire, mais on a aussi dans le mailing la possibilité d'envoyer des objets. C'est de l'échantillonnage, c'est un objet clin d'œil. J'ai en tête une campagne alors qui était pour le coup qui n'était pas en France, mais Fiat avait fait une campagne avec sur la Fiat 500 pour parler de la climatisation. Ils avaient envoyé un bac à glaçons. Bon, c'est malin, c'est ludique et forcément c'est particulièrement impactant. L'expression créative, elle peut aussi s'exprimer par le ciblage. Aujourd'hui, et là on allie typiquement digital et print, je vais prendre l'exemple de Blanche Porte, qui l'année dernière a personnalisé un catalogue à partir d'un gros travail autour de la data, notamment de la data digitale
collectés auprès de ses clientes. Et ils ont envoyé en fait 100 000 catalogues, 50 000, je dirais, traditionnels, donc le même contenu à tout le monde, et 50 000 où 40% du contenu était personnalisé en fonction des parcours digitaux collectés auparavant. Et donc, s'il y a des produits que vous n'achetiez pas, vous ne les retrouviez pas dans le catalogue, et au contraire, si vous étiez plutôt sur tel ou tel rayon, c'était ceux qui étaient mis en avant. La couverture était personnalisée au prénom, donc ça c'est quelque chose d'assez classique. Là, c'est aussi l'innovation dans l'imprimerie qui permet de ce genre de choses. Résultat, 20% de commandes supplémentaires et un panier moyen en croissance de plus 7%. Donc c'est une forme de créativité, donc d'aller dans la personnalisation. Et aujourd'hui, je pense que c'est intéressant de dire que la perso, elle n'est pas que dans le digital, on peut aussi le faire dans le print. Et puis pour finir, et notamment sur l'alliance print et digital, bah, il y a deux sujets. Il y a le sujet de la réalité augmentée, mais je sais que Benjamin va y revenir tout à l'heure, donc je ne vais pas plus argumenter, mais voilà, avec des QR codes, reconnaissance d'image, on peut passer facilement du print au digital. Et puis je voudrais mentionner une innovation que CB News a portée lundi dans sa newsletter, c'est la connexion entre un catalogue, donc catalogue papier, et la voix. On a par exemple un partenariat avec une start-up qui est ADNAI et qui permet aujourd'hui finalement à partir d'un catalogue papier, de passer commande par les enceintes ou Siri, ou enfin par les outils connectés. Donc je passe du print au digital facilement, et on a fait lors des POC une expérience notamment avec VVF qui avait un catalogue qui était destiné aux soignants et 3 fois plus de commandes que d'habitude sur la même cible. Alors certes, il y a l'effet nouveauté, mais c'est intéressant de voir que voilà, le print, il peut aussi avoir une vie dans le digital, et c'est aussi un levier de créativité nouveau. Merci beaucoup, Eric. Et effectivement, la transition est parfaite avec Benjamin Lassalle de la régie du Figaro. Je voulais vous demander, Benjamin, parce que je sais que vous m'avez dit au téléphone que 2021, ce serait peut-être l'avènement du QR code, dans lequel le retour de ce dispositif peut être un peu oublié. Mais en plus général, est-ce que déjà la créativité print dans le monde des médias, est-ce que ça envoie un meilleur engagement? Alors déjà, c'est vrai qu'on a quand même, l'époque a un peu évolué. C'est-à-dire qu'on a eu pas mal tendance dans la dernière décennie à opposer les différents supports médias. C'est-à-dire que en gros, on avait tendance à voir le print comme quelque chose d'une ancienne garde, le digital comme quelque chose d'une nouvelle garde. Moi, quand il y a 11 ans de ça, je dirigeais le magazine Vice en France, et qu'on avait un magazine papier, et qu'en face, on voyait bien que notre croissance allait passer par les réseaux sociaux. Il y avait presque un choix à faire. Aujourd'hui, au sein du groupe Figaro, c'est pas du tout, et même je pense au sein du marché, c'est plus du tout la situation. C'est-à-dire qu'on est très pragmatique. On sait que finalement, chaque support va avoir différents avantages et peuvent être complètement complémentaires. Le groupe Figaro, c'est le premier groupe digital français. Les gens ne le savent pas toujours, mais on a 38 millions de visiteurs uniques chaque mois. Et de l'autre côté, on a des assets print qui sont extrêmement puissants. Donc nous, notre principe, ça va être de toujours travailler sur une sorte d'omnicanalité, se dire que notre lecteur, on a 1,5 million de lecteurs chaque jour du Figaro quotidien. Sur les différents magazines, c'est plutôt la même chose par semaine, que ce soit sur le Figaro Magazine ou sur Madame Figaro. Sur le F, ça va être la même chose, mais tous les 2 mois. Et on a aussi le TV Magazine, qui appartient donc au groupe Figaro, qui est distribué avec le Figaro, mais aussi avec toute la PQR et toute la quotidienne et l'hebdomadaire et la presse, la PHR aussi, et ça nous amène à 12 millions de lecteurs par semaine. Donc on a vraiment aujourd'hui de quoi toucher énormément de personnes différentes, et de pouvoir cibler aussi nos messages, et donc forcément de devoir adapter notre créativité. C'est-à-dire que lorsqu'on va réfléchir une opération pour paraître dans le Figaro quotidien, parce qu'on a envie justement de profiter de la grande tribune d'influence qu'est le Figaro quotidien, on va pas travailler de la même manière que si on travaille au sein du Madame Figaro, sur un compte plus luxe et beauté, ou si on va essayer d'avoir vraiment un très très gros impact sur énormément de tranches d'âge différentes avec un TV Mag. Donc c'est vrai que c'est ça que nous pour ma partie, je dois creuser aussi dans ce webinaire, c'est que
Nous, on propose un support, c'est sûr, c'est ce support papier, donc tout ce qui a été évoqué, hein, ce rapport presque charnel à l'objet, mais c'est aussi finalement des réseaux de diffusion et des réseaux de diffusion qui sont là et qui existent depuis longtemps. Une marque qui va décider de travailler avec le quotidien Figaro, on montrera des exemples par la suite, va chercher un transfert de valeur qu'il peut y avoir entre le premier quotidien de France et la marque. Donc c'est vrai que nous, on part pas d'une feuille complètement blanche, puisqu'on part finalement d'une feuille qui est déjà un peu brandée et qui a déjà un apport marketing. Ça va orienter la créativité. L'autre point sur lequel je voulais aussi insister, c'est l'engagement environnemental. On a aussi beaucoup tendance à opposer et à chercher un peu qui est le bon élève entre le digital, le print, la télé, qui va finalement le moins polluer. C'est très sain qu'on ait ce débat-là, mais il faut quand même avoir conscience qu'on en est qu'au début. C'est-à-dire que le print part avec un avantage, c'est que ça fait longtemps qu'on a commencé ce travail et ça fait longtemps qu'on est capable de le chiffrer. C'est-à-dire que nous, dans nos imprimeries, on a déjà 4 labels éco-responsables qui viennent justement travailler avec nous. On travaille déjà sur les encres et sur les manières d'imprimer. Aujourd'hui, on est sur ce qu'on appelle des procédés waterless. Enfin, on a le choix du papier qui est sur du papier uniquement recyclé. Et si jamais il y a une utilisation d'arbres, il y en a pour un arbre coupé, il y en a 3 qui sont replantés. Tout ça, c'est des choses qui sont déjà en place. Bien entendu, on fait le même travail du côté digital. On est bien placé pour le faire, puisque je vous dis, on est les premiers en impression. Pardon. On va parler plus d'éco-responsabilité un peu plus tard. Donc, je pense que d'accord, pardon. Ok, j'en reparlerai. Mais donc voilà. Un peu en retard, comme d'habitude, mais bon, ça c'est normal. Vous sortez une opération aujourd'hui, et on va en parler maintenant. Et on parlait d'événementialisation. Merci beaucoup, Benjamin. Compliqué ce mot. Et vous sortez quelque chose avec Havas et EDF. Est-ce que vous pouvez tout à fait, ce matin, je suis même passé en kiosque pour le sortir. Alors, je sais pas à quel point on le voit bien à l'écran, mais donc comme vous pouvez le voir, en fait, on a vraiment fait un travail de mise en miroir. On est allé se plonger. Donc là, vous voyez, on rejoue sur donc l'anniversaire d'EDF qui fête ses 75 ans aujourd'hui même, donc le 8 avril. Donc c'est pour ça que c'était important pour nous de le montrer. Alors par contre, ça va être là. Dernier slide, je pense. Là, vous voyez le centre du journal. On a cherché finalement de quelle manière on pouvait montrer de manière très concrète et finalement très palpable cet accompagnement d'EDF dans la vie des Français. Et donc, on a cette une qui est une demi-une qui reprend finalement une annonce du 8 avril 1946. Et vous voyez avec notre logo coupé en deux qui donne ensuite quand même les actualités d'aujourd'hui. Et ce que vous pouvez voir ensuite en bas de chaque page, c'est qu'à chaque fois, on a mis en miroir un article qui est réellement sorti dans le Figaro à des moments charnières des 75 dernières années, donc des 75 ans de l'existence d'EDF. Et on a mis en parallèle finalement une action d'aujourd'hui qui montre la continuité qu'il peut y avoir dans les actions d'EDF. Et ça finit donc sur cette grande double page centrale où vous avez en miroir, justement, attendez que je retrouve, voilà, en miroir, cet article du 14 janvier 1959 et ce qui est fait aujourd'hui par EDF pour mettre le cap sur la neutralité carbone. Donc ça, clairement, on ne pouvait pas obtenir la même chose sans utiliser le support print. Et je vous disais ensuite sur le choix même justement d'utiliser le quotidien et le premier quotidien de France. Il y a clairement un transfert de valeur et d'image de sérieux. On n'aurait pas pu obtenir le même rendu, on n'aurait pas pu obtenir la même relation à la publicité si on était parti en social media ou en digital uniquement. Et donc, cette événementialisation, maintenant j'arrive à le dire, c'est la clé de la communication print désormais. Est-ce que tu as d'autres choses à nous montrer dans ce Nous, c'est clairement un point qui est très important et sur lequel notre directeur de création Thomas Birch, donc qui lui vient d'agence créative, qui était chez BETC pendant longtemps avant de co-diriger St. John's. Lui, c'est vraiment l'une des parties où il a un grand terrain d'expression. Là, je vous montre un exemple de ce qu'on avait fait l'an dernier en sortie de confinement numéro 1, parce qu'en fait, Orange a inscrit dans les statuts même de l'entreprise sa mission d'entreprise. Et donc, c'est vrai que c'était assez important. C'est-à-dire que la mission avait déjà été définie fin 2019, mais là, elle est carrément rentrée dans les statuts au courant du mois de mai 2020. Donc, on a cherché de quelle manière on pouvait rendre ça vraiment incontournable pour les Français. Et donc, vous voyez là, ce qui a été fait, c'est qu'on a créé
voilà, une double panoramique. Donc, faut imaginer un petit peu la taille. Vous avez vu, comme c'était compliqué pour moi déjà de vous montrer 2 pages, mais imaginez qu'il y en ait 4. Et donc, on avait ce grand poster qui existait et qui montrait les écrits restent. Une autre idée de Thomas qui a beaucoup marché l'an dernier. Donc, Thomas Birch, Thomas notre hôte du jour, c'était de pouvoir travailler le fil de recharge de cette nouvelle gamme Mercedes électrique. Et donc, on avait ce fil qui circulait dans tout le journal. Hop, est-ce que j'ai réussi à passer le slide? Et voilà, on voit le fil qui se balade entre les articles. Donc ça, voilà, nous, c'est une petite négociation à avoir avec notre éditeur pour qu'il accepte qu'on puisse comme ça jouer entre les espaces éditoriaux, parce qu'on ne doit pas non plus, casser le produit de base qui est quand même un journal de news. Et ce fil nous amenait à un grand article central qui était coécrit avec la marque. Vous voyez, on a l'écriture Figaro Partner en haut de la page, et qui nous amenait sur Mercedes, qui expliquait finalement ce label technologique EQ. Forcément, lorsqu'on a suivi un fil pendant 8 pages avant d'arriver à cette page centrale, on est beaucoup plus à même ensuite d'être engagé aussi avec le contenu. Un autre exemple, bon, c'est pas la post-solution business, mais ça reste le même groupe. Donc je salue Eric au passage. Où là, c'est pour le label écologique. Écologique, vous voyez, on avait fait ce qu'on appelle un cavalier. Donc on avait ce cavalier, cet espace jaune qui venait vraiment sur la couverture et qu'on pouvait retourner. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans ces cas-là, on réussit à jouer aussi avec notre une, puisque la une était décalée pour que le tapis rouge soit juste à la droite du soleil. Bon, de là avoir une image sur le roi soleil de l'Élysée, je vous en laisse seul juge. Un autre exemple où là, on est avec un client, donc Lenovo, qui sort vous voyez, une tablette complètement pliable. Et forcément, c'est une tablette, donc on va pas insérer des tablettes dans tous les magazines pour que les gens l'aient dans les mains. Et pourtant, ils avaient cette problématique qui était les gens ont du mal à visualiser complètement ce que c'est. C'est-à-dire que si on en voit l'image, c'est vraiment pas la même chose que de jouer avec le produit. Bien entendu, on n'ira pas non plus jusqu'à la qualité d'un test produit en magasin accompagné d'un vendeur. Mais c'est vrai que comme première approche, on voit ici qu'on avait une page qui était cartonnée et qui permettait d'ouvrir et de pouvoir se rendre compte à dimension réelle de ce que donnait la tablette. Donc là, c'est intéressant parce qu'on va chercher autre chose. On va vraiment chercher vraiment du réalisme. Là, on n'est plus dans l'inspiration, on est presque dans le test produit. Donc voilà, c'était des petits exemples. On en a pas mal d'autres. On avait notamment travaillé avec Dior l'an dernier. On avait pour la Saint-Valentin imprimé l'intégralité du journal en rose, ce qui avait fait beaucoup parler. Les pages saumon, elles, étaient passées en blanc et le rose n'était pas exactement le rose du saumon. C'était un papier. Alors ça, je vous passe derrière tout le délire que peut être la fabrication pour aller trouver le seul imprimeur norvégien, donc le seul imprimeur européen qui pouvait nous fournir le bon rose et dans une quantité de papier suffisante. Je vous passerai aussi toutes les histoires pour aller retrouver toutes les archives de 75 ans d'articles sur EDF. Voilà, tout n'est pas encore digitalisé, donc il a fallu prendre les frontales et aller chercher dans les anciennes fiches pour pouvoir retrouver des articles de 1959. Ça, c'est les backstage qui rendent ce genre d'opération finalement vraiment passionnant, et aussi parce qu'on a encore une fois ce rapport au toucher qui fait qu'on vit même la création de ce genre d'opération très différemment des opérations qu'on peut faire en vidéo pour du social media ou en podcast, comme on aime le faire tout autant. Merci beaucoup, Benjamin. C'est vrai que Voilà. c'est des opérations très intéressantes et c'est passionnant. Alors moi, j'avais envie de vous demander, Mélanie et Agathe, la publicité, est-ce qu'elle touche davantage les consommateurs quand elle est imprimée? Question tout à fait basique, mais je pense que de nombreuses personnes ici ont envie d'avoir des petits éléments sur cette question. Alors peut-être Mélanie pour commencer. Intéressant, c'est que il n'y a pas de adblocker dans la vie, je pense. Donc, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose. Ce que je trouve assez intéressant, en réalité, c'est on regarde la publicité en digital, il y a un truc autour du micro-ciblage en même temps. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des publicités qui nous sont personnellement destinées, etc. Et je trouve qu'il y a quelque chose paradoxalement intéressant dans le print, dans le fait qu'effectivement, il est beaucoup moins ciblé, mais du coup, un peu plus universel. Moi, c'est ce que je retiens. Et effectivement, il y a des exemples de choses comme ça, c'est-à-dire des campagnes qui, dont la vie était pareil, une affiche, et qui sont devenues vraiment extrêmement virales, encore plus virales que des posts Facebook. Et je pensais
rappelle, il y a quelques années, Intermarché avait fait une campagne qui s'appelait les bons légumes. C'était une campagne où il y avait une faute, c'est-à-dire qu'on voyait une affiche normale en disant promotion sur nos laitues, et en fait, ce qu'on voyait à l'image, c'était des choux. Et ce truc-là, je pense que si ça avait été, je sais pas, destiné à des gens sur leur téléphone, on voit peut-être qu'ils seraient passés, alors que là, il y avait une puissance sur le fait qu'il y ait une 4x3 avec une fausse image, qui du coup avait, voilà, les gens l'ont naturellement pris en photo et partagé. Et je trouve que, voilà, il me semble qu'il y a quelque chose qui est super intéressant là-dedans, dans le fait de se dire, voilà, encore une fois, il y a une puissance d'interpellation qu'il n'y a probablement pas dans le fait de regarder une image très vite fait sur son téléphone et de la skipper. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Mélanie, pour ces petits éléments. Est-ce que, Agathe, tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que ça touche davantage les consommateurs quand la publicité est imprimée? Sur ce que dit Mélanie, effectivement, là, la partie affichage urbain, donc on peut pas passer outre, on est tous confrontés à un nombre incalculable de signes et d'images par jour. Mais on peut aussi parler finalement de la pertinence en fait du papier adressé. Donc il y a des chiffres qui démontrent en fait que c'est l'imprimé publicitaire qui représente finalement le premier support d'information pour des promotions, notamment pour les consommateurs qui ne sont pas forcément très digital native, qui vont pas aller s'informer sur les réseaux et qui vont pas surfer tous les jours et qui attendent avec impatience ces fameux catalogues et prospectus qui sont adressés. Alors voilà, on peut considérer que c'est un média d'information majeur. On a 46% des imprimés publicitaires qui concernent la façon, le biais d'information de ces consommateurs-là, contre 9% en numérique. Et donc, on se rend compte aussi que chaque semaine, les Français sont confrontés à de la lecture et l'attendent, en fait, que ce soit en boîte aux lettres ou même via des distributeurs de flyers ou de dépliants sur le perron des boutiques, finalement, puisqu'on n'y rentre plus aussi facilement. Et l'imprimé publicitaire, finalement, couvre une large étendue de foyers français, c'est à savoir 88%, donc c'est quand même beaucoup. Et donc, ça fait 25 millions de boîtes aux lettres dans lesquelles on insère des imprimés publicitaires. Et on ne peut pas non plus nier voilà, l'impact Drive to Store. On a 8 Français sur 10 qui se sont déjà rendus en magasin après avoir reçu un imprimé publicitaire. Et la raison aussi pour laquelle on peut se tourner, ou en tout cas on peut penser que la publicité print est une alternative plus pertinente qu'elle pourrait paraître comme ça de prime abord, c'est aussi parce qu'elle permet effectivement, et ça je pense que Eric va en parler, un ciblage beaucoup plus précis et une personnalisation très importante. Donc on peut aussi penser à tout ce qui va être communication de proximité. On a énormément de PME qui communiquent via l'imprimé publicitaire parce que justement, elles vont pouvoir rayonner sur un champ, sur un territoire bien défini via l'imprimé publicitaire. Et on observe aussi voilà, cette crédibilité, ça je vais y revenir aussi plus tard, la crédibilité du papier et la confiance accordée au papier en termes de contenu d'information et sur l'anonymat finalement que ça confère encore, comme disait tout à l'heure Mélanie, avec les adblockers. On n'a pas de cookies quand on repose un magazine ou quoi, ou quand on voilà, donc ça fait aussi la différence. Voilà. Merci beaucoup, Agathe. Je pense que Eric, vous voulez réagir. Et par ailleurs, Eric, pendant que je vous ai là, vous pouvez rebondir et je vous pose une question en plus. Vous m'avez dit qu'un bon slogan ne se quantifiait pas. Et du coup, j'avais envie de vous demander si la créativité print se mesurait et si oui, de quelle façon. Mais je vous laisse d'abord rebondir. Alors oui, je vais compléter les propos d'Agathe. Je ne vais pas revenir, elle en a très bien parlé sur la partie imprimée publicitaire, mais sur le marketing direct. Juste 2 chiffres, parce que je vois que l'heure tourne. On a travaillé avec l'agence média HeroX qui a mis en place il y a quelques mois un indicateur qui s'appelle l'indicateur d'attention, l'indicateur alpha. Et ils avaient mesuré quasiment tous les canaux, sauf le courrier. Donc on leur a demandé de travailler sur le courrier, et on arrive sur le marketing direct à
un score d'attention de 72%, qui est un record, là où la plupart des autres leviers sont entre 30 et 40%. Donc, or, on sait que l'attention, c'est les prémices, je dirais, de l'efficacité. Et d'autre côté, on a travaillé sur le fameux bêta de mémorisation, hein, qui existe depuis très longtemps sur de nombreux leviers, et on l'a adapté au courrier, notamment à partir de plusieurs centaines de post-tests, et on arrive à un bêta de mémorisation sur le marketing direct qui est à 62%. Voilà, donc ça, c'est pour répondre à votre première question, Thomas. Donc oui, le print, et en particulier le marketing direct, apporte vraiment une forte valeur pour la marque. Et alors, sur la partie quantification, ben, on s'est amusé avec l'agence d'études Illigo à travailler sur la mesure des émotions. Et on a comparé les émotions sur des mêmes campagnes en print, en email et en réseaux sociaux. Alors, et donc ça, ce de manière passive. Et si chaque levier a son importance, et quand on interroge derrière les consommateurs, le but du jeu, c'était pas de dénier finalement l'apport du digital, mais clairement, de manière passive, le print apporte un pic émotionnel beaucoup plus fort, c'est 3 fois et demi plus fort que les réseaux sociaux, et beaucoup plus fort que l'email. Donc voilà, chaque canal a ses vertus, mais en matière émotionnelle, on commence, grâce aux neurosciences, à pouvoir quantifier. On n'en est qu'au début, mais en tout cas, quand on quantifie le print, il est particulièrement générateur d'émotions, et je pense que c'est un indicateur à suivre avec intérêt. C'est vrai que c'est très intéressant. Alors, je vais vous poser une question maintenant à tous. C'est vrai que l'heure tourne et on va bientôt répondre à vos questions. Mais dernière question pour tout le monde, c'est vrai qu'on a parlé, et j'ai vu aussi des questions dans le chat sur la question de l'éco-responsabilité du print. Quand on parle de papier, c'est vrai que c'est un de ses griefs principaux. Est-ce que ça pollue? Est-ce qu'on tue des arbres? Et tout l'imaginaire qu'on peut avoir derrière, effectivement, qui nous interpelle dans ces thématiques. Je voudrais poser la question à Cécile, puisque il y avait cet enjeu et cette tendance à la durabilité dans votre présentation tout à l'heure. Alors, comment est-ce qu'on équilibre en termes de créativité cette question de l'éco-responsabilité? Un petit moment d'attente. Effectivement, on a parlé de développement durable, de durabilité et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette tendance, en tout cas visuellement, elle ne s'arrêtera pas et elle va même se renforcer encore plus. Elle va être encore plus présente, dans les mois, dans les années à venir. Moi, je pense qu'il faudrait quand même qu'on relativise un petit peu parce qu'on sait que la communication électronique, elle a quand même aussi un impact environnemental très important. Il faut pas le négliger du tout. Donc, je pense qu'il faut pouvoir rééquilibrer. On a déjà abordé le sujet. On disait bon, on n'a pas encore les chiffres et on n'a pas encore la preuve, mais ça, le print a un impact, mais la technologie aussi. Donc, les entreprises, elles doivent idéalement équilibrer les deux pour l'instant, en tout cas, et ne pas décrier l'un plus que l'autre. Je pense que c'est plutôt un sujet qu'on pourrait aborder de cette façon-là, le bon équilibre. Merci Cécile. Mélanie, sur cette question de l'éco-responsabilité, chez LDB, quelle réflexion vous avez quand vous produisez des campagnes print et comment est-ce que la créa intervient dans ce processus aussi écologique? Nous, chez DDB, on a plusieurs budgets qui sont particulièrement sensibles, à savoir Le Bon Coin et l'ADEME. Disons que ça, c'est une discussion honnêtement qui est pas foncièrement au cœur de ce que nous on fait, parce que c'est plutôt derrière, effectivement, avec les sociétés qui produisent qu'on s'en occupe. Je sais par exemple que toute la communication qui est faite par Le Bon Coin, c'est un peu à l'image, vous savez, de cette marque qui s'appelle Freytag et qui fait des sacs à base de bâches de camions. Et en l'occurrence, c'est toutes les bâches produites par Le Bon Coin se transforment en petits goodies. Voilà. Merci Mélanie. Eric, sur cette question, tu en as déjà un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux nous préciser ta pensée? Oui, de notre côté, on a mené avec un institut indépendant qui s'appelle Cantis, qui est international, une analyse du cycle de vie du courrier, du prospectus et aussi de certains leviers digitaux, parce qu'effectivement, on a bien vu que côté annonceur et marque, il y avait quand même une certaine frilosité parfois à utiliser le print
parce que, oui, mais les consommateurs vont penser que tout ça, si j'utilise du print, ça veut dire déforestation. Quand on est dans le métier, on sait que c'est faux. Et donc cette analyse du cycle de vie qu'on a rendue publique, il y a quelques mois, nous permet justement de démontrer, qu'il y a beaucoup finalement d'idées reçues. Alors après c'est toute la filière qui doit se mobiliser parce qu'il y a de la pédagogie à faire donc nous, ça nous a par exemple amené à créer un éco-simulateur qu'on partage avec, nos clients pour justement leur montrer à quel moment il y a un point de bascule, si, voilà, on fait un catalogue trop épais, beh, il y a un moment, le digital sera plus éco-responsable que le print. Donc c'est une aide à la décision. Maintenant, puisqu'on parle aujourd'hui de créativité, j'ai envie de dire attention à pas non plus tomber dans l'excès inverse, à faire du print, si j'envoie effectivement une page blanche dans une enveloppe blanche, ça sera pas du tout efficace, pas du tout créatif, mais ça sera hyper éco-responsable. Je suis un peu caricatural, mais voilà, il faut voilà, trouver le bon chemin. Mais je pense que c'est important aussi que les médias eux-mêmes permettent aux marques et aux agences d'évaluer leur performance en termes d'éco-responsabilité. Merci beaucoup Eric. Benjamin, la salle de la Régie du Figaro sur cette question de l'éco-responsabilité, comment est-ce que vous l'abordez chez vous? Donc oui, désolé, j'avais un peu éventé le sujet en amont. Donc c'est vrai que donc comme je le disais, c'est dans le print en tout cas, c'est quelque chose sur lesquels les efforts ont été lancés il y a déjà bien longtemps. C'est-à-dire qu'on n'avait pas encore autant avancé, dans le calcul des émissions carbone liées à des campagnes digitales. On savait déjà finalement les grands axes d'amélioration qu'on pouvait avoir côté print. Donc c'est vrai que sur toutes ces questions-là, on adorerait que ce soit un sprint et que ce soit fini. On sait très bien que c'est pas ça. On sait très bien que tout ça, c'est un travail de très très long cours et qui est pris par l'ensemble de la filière publicité. Donc c'est vrai que c'est ça aussi qu'il faut rappeler. Aujourd'hui, quand on travaille avec des agences, aujourd'hui avec toutes les agences, aujourd'hui, on se retrouve obligé de finalement avoir un avis sur l'impact que vont pouvoir avoir telle ou telle campagne. Et donc, on est encore à un moment apprenant. Sur le print, on a finalement cette avance. C'est vrai que sur le digital aujourd'hui, on n'a pas encore tout le marché qui s'est complètement accordé à savoir quelle était finalement l'empreinte carbone d'une campagne. On a différentes méthodologies. Les méthodologies sont encore besoin d'être éprouvées. On en est là. Donc, il ne faut pas complètement opposer les deux. Il faut que les deux fassent partie d'un même mouvement d'amélioration permanente. Le print a un petit peu plus d'avance dans la manière dont on peut le calculer parce que c'est un peu plus palpable, alors que c'est vrai que si j'ai des impressions de savoir exactement ce que ça a dégagé dans tel data center que je ne saurais même pas situer, on n'a pas encore ce savoir-là. Donc, faut être un petit peu humble par rapport à tout ça. C'est déjà bien qu'on sache qu'on est tous très pressés en tant que citoyens. C'est déjà bien qu'il y ait tous ces efforts qui se mettent en place. Maintenant, il faut continuer d'avancer. Mais en effet, le print, pour ça, a un petit peu d'avance. Merci beaucoup Benjamin. Agathe, pour finir, posons la question à l'imprimeur du groupe. Comment est-ce que vous faites, vous, chez Exaprint, et quelles actions mettez-vous en place pour équilibrer justement entre créativité et éco-responsabilité? Alors déjà, je vais rebondir sur ce que disait Eric. Effectivement, envoyer du print pour envoyer du print juste en remplaçant enfin, voilà, le digital par du print, ce serait idiot. Donc évidemment, les marques doivent en amont, et elles le font, hein, anticiper et réfléchir sur ce qu'ils vont diffuser. Je fais le parallèle aussi avec une question qu'on a dans les commentaires de Muriel Capitoline, qui dit que les consommateurs, enfin, comment expliquer que les consommateurs jettent de plus en plus les magazines publicitaires à la poubelle quand ils sont reçus en boîte aux lettres. Donc, il faut bien distinguer un courrier adressé, donc avec notamment par exemple, je pense à un magazine ou un leaflet, La Blanche Porte, comme évoquait Eric aussi, adressé à la personne qui en a fait la demande via son inscription au moment sur le site, etc. D'un magazine purement voilà, publi-posté, sans adressage, sans personnalisation. C'est vraiment déjà le distinguo à faire, et ça explique évidemment qu'un magazine non adressé, complètement déshumanisé finalement et dépersonnalisé atterrisse à la poubelle. L'autre point, c'est que donc, chez Exaprint, nous déjà, on fait partie du réseau PEFC. On a été le premier imprimeur en ligne certifié PEFC. On continue à l'heure actuelle d'avancer en termes de partenariat. On a
la quasi-majorité de nos papiers qui sont certifiés PEFC. Et s'ajoute à ça, en fait, un système de taxation qui s'appelle la taxe Citeo, à laquelle on est soumis, nous, en tant qu'imprimeurs. En fait, on doit déclarer chaque année le volume d'impression qu'on a fait en certification PEFC, en recyclé, etc. Et en fonction, en fait, on est taxé. Et donc, cette taxe fait qu'on apporte aussi notre part en termes d'impact environnemental, parce que cette somme-là est remobilisée dans des activités à vocation développement durable et environnemental. Enfin, j'ai envie de parler, quand on parle d'éco-responsabilité, il n'y a pas que l'éco-responsabilité en termes d'environnement, il y a la responsabilité aussi sociale, c'est-à-dire que l'environnement, c'est pas que les arbres et la terre, l'environnement, c'est les gens aussi, donc ça veut dire qu'il y a un impact aussi en termes économiques. L'industrie de l'impression, en fait, ça représente en France près de 60 000 emplois. Ça fait aussi un chiffre au niveau du PIB national en termes d'imprimés publicitaires exclusivement. On est sur 2,6 milliards sur le PIB concernant l'imprimé publicitaire. Donc, on a économiquement aussi un rôle à jouer, nous les imprimeurs, dans la communication, et enfin en tout cas que nous, chez Xaprint, on ne compte pas céder cette part-là, en dehors de l'aspect financier, cette part sociale et salariale aux GAFA avec la digitalisation, etc. Finalement, imprimer, c'est d'une part déjà pas forcément, on va dire, polluer plus, pardon, et générer plus de déchets, mais c'est aussi investir sur les territoires et dans l'économie. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire économie circulaire, mais presque. En fait, on est vraiment dans un système d'impression, de collaboration territoriale. Et enfin, donc, je le disais dans les commentaires, quand on imprime, on génère de la gâche. Donc, ça va être tous les morceaux qui vont être coupés sur une carte de visite ou sur une brochure. La gâche, chez nous, elle est recyclée avec un partenaire qui s'appelle Paprec, à hauteur de 99%. Donc, on a vraiment une prise en charge de nos déchets qui est assez bonne. Et on utilise aussi donc, des encres au latex avec des composés organiques volatiles qui ont été retirés des encres, etc. Et voilà, une revalorisation globale de nos déchets hors papier. Ça va être les palettes, les cartons, les emballages, voilà, qu'on a aussi réduit. Avant, pour l'anecdote, on a eu des clients qui nous ont dit « Vos emballages sont trop gros pour envoyer une carte de visite » et on a réadapté nos emballages pour faire un petit carton pour des petites cartes de visite. Voilà. Merci beaucoup Agathe. Merci à toutes et à tous pour vos interventions. On va maintenant répondre aux quelques questions qui nous ont été posées, même si certains de nos intervenants y ont déjà répondu par écrit et c'est super. Première question pour Cécile, très rapidement, essayez d'y répondre en 1 minute sur chaque question parce que là on est déjà un petit peu en retard. Une première question pour Cécile, effectivement, quelle est la source pour rappeler un petit peu la méthodologie de l'enquête, peut-être visuelle GPS. Avec le micro, Cécile, peut-être. Ouais. Excusez-moi. Donc, comme je disais, Visual GPS, c'est notre data, 25 années de data de visuels achetés, de mots-clés recherchés, de visuels téléchargés. C'est l'interview qu'ont fait nos équipes de 10 000 consommateurs à travers le monde. Et enfin, c'est des entretiens avec les directions marketing, direction communication, direction publicité et direction créative au sein des agences, acheteurs d'art. Voilà, c'est vraiment de l'analyse interne, c'est notre outil interne. Je serais ravie de pouvoir en parler davantage avec Annabelle si besoin. Alors, Muriel demandait, qui n'avait pas compris, mais je pense que tu as précisé dans oui. Une question après. Donc, peut-être, Muriel, pouvez-vous nous dire si vous avez compris finalement, et comme ça, on avancera plus vite. Muriel, qui, je pense, rebondissait à une intervention de Benjamin, peut-être. Dans quel contexte intervient le plastique dans le print? Je pense à Benjamin, peut-être à Eric aussi. C'était moi, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé de plastique, donc j'ai peu d'avis sur le sujet. Je crois que la question a été posée avant que je parle. Donc... Non, je pense qu'elle est pour moi celle-là, parce que j'ai dit éviter
de mettre des éléments en plastique dans les visuels que vous utilisez. Je pense que c'est là qu'il y a eu effectivement cette compréhension. Ce que je disais, ça dépend de votre marque, ça dépend de votre engagement de marque. Soyez en cohérence avec ce que vous soutenez comme cause. Si vous avez cette volonté de travailler sur et de vous représenter en tout cas comme une marque responsable, faites attention à tous ces dans les choix de vos visuels, à ces éléments qui peuvent être des mots visuels. Donc, effectivement, évitez le visuel avec la bouteille en plastique, la cup de café, la paille, parce qu'effectivement, ça peut avoir un impact négatif. Merci Cécile et j'espère que Muriel en a répondu à votre question. Aurore qui nous demande sera-t-il possible de revisionner ce webinaire, c'est moi qui réponds. Oui, déjà à partir de demain, vous le recevrez dans vos boîtes aux lettres numériques. Benjamin, comment avez-vous décliné les 75 ans d'EDF sur l'appli Figaro? Nous demande Véronique. C'est vraiment une opération print. Donc, vous pouvez la retrouver plus dans la liseuse. C'est-à-dire que vous aurez, voilà, sur la partie liseuse, vous pourrez retrouver cette expérience qui met ça en miroir. Mais sinon, c'est vraiment, voilà, c'est pas quelque chose qu'on a pu finalement décliner, cette mise en miroir des différents articles ou qu'on a cherché à décliner différemment dans l'appli Figaro. Donc, je vous invite à une petite sortie en kiosque, si vous voulez le voir de plus près en cette fin de matinée. Super, les kiosques ont bien besoin. Qu'est-ce qui explique le fait que les consommateurs jettent de plus en plus les magazines publicitaires dans les poubelles quand on les dépose dans les boîtes aux lettres? Est-ce que c'est à cause d'un souci d'innovation alors que les images peuvent être intéressantes? Nous demande Muriel. Peut-être que cette question, Eric, peut y répondre sur l'imprimé. Oui, je vais y répondre. En fait, c'est faux. Les consommateurs jettent pas plus. On a une mesure d'audience depuis maintenant 9 ans qui s'appelle Balmétrie, c'est vraiment une mesure d'audience. Donc, on travaille avec Ipsos, c'est 10 000 personnes interrogées et qui nous permet de suivre les niveaux de lecture et du marketing direct et du prospectus. Et on a des niveaux de lecture qui ne baissent pas. Il y a un peu moins de volumétrie, mais ça, c'est un effet, je dirais, d'annonceurs. Certains écrivent un petit peu moins. Mais on a toujours les mêmes intérêts côté consommateur. Et c'est d'autant plus fort, enfin nous on commence à le voir, que la crise économique, elle est là, et le prospectus, c'est quand même un véritable aide à la décision sur le pouvoir d'achat. En tout cas pour des Français qui sont à l'euro près, ils sont quand même plusieurs millions à faire leurs courses à l'euro près. Donc il n'y a pas le désintérêt du prospectus, il est beaucoup plus des politiques, on le voit dans les débats au Parlement en ce moment, que d'un point de vue consommateur, et là on a vraiment beaucoup de preuves à partager si nécessaire. Alors, on a une question de Françoise qui est très intéressante. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a cette information. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas. Existe-t-il un organisme comme Citeo pour le digital, effectivement, de mesure et d'impact du recyclage digital qui permettrait une meilleure prise en compte des impacts environnementaux? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est souhaitable? Benjamin? Qui sont justement reconnus par l'État, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas, enfin en tout cas pas à ma connaissance, un équivalent d'un CITEO. Nous, lorsqu'on parle d'empreinte carbone dans le groupe Figaro, on travaille avec Ecodev, et on sait que Ecodev est reconnu par l'ADEME. Pour l'instant, c'est ce qu'on se disait, c'est que c'est encore en train de se mettre en place, mais on n'a pas de grandes institutions transverses reconnues par l'ensemble du marché. C'est pour ça que tout ça va avancer, mais c'est encore le début. Ça marche. Sophie qui nous demande quel sera l'impact de la suppression de la pub dans les boîtes aux lettres. Peut-être la Poste pour y répondre? Alors, fort heureusement, on ne s'oriente pas vers une suppression. Là, effectivement, au Parlement, c'est des débats autour de la substitution possible du stop pub, donc ce qui est un peu le dinosaure de l'adblock, par un oui pub. Alors, on s'oriente vers une expérimentation au niveau
des collectivités locales qui durerait 3 ans. Donc je parle encore au conditionnel parce que pour l'instant on sait qu'il y a des va-et-vient au niveau du Parlement, mais donc il n'est pas question de suppression, sinon ce sont des dizaines de milliers d'emplois à la clé. Déjà là, le fait d'introduire, si le vote se révèle positif pour l'expérimentation du WePub, on sait que quelque part, enfin l'expression n'est pas très belle, mais c'est un ver qui est dans le fruit. Vous imaginez dire j'accepte de la publicité quand on voit toutes les enquêtes où les Français se font un malin plaisir de dire non, non, la pub, j'y crois pas, c'est pas efficace, mais non, je n'y suis pas sensible. Bon, heureusement, là, on sait tous que la réalité est autre, mais voilà, donc c'est un côté un peu stigmatisant de dire oui pub. Bon, voilà, les travaux sont pas finis, mais c'est pas une suppression de la pub, ce serait en revanche un changement de modèle total qui serait quand même particulièrement révolutionnaire pour l'écosystème. Et je le rappelle, c'est près de 60 000 emplois quand on cumule la distribution, l'impression, la création. Donc on parle de quelque chose de possiblement violent. Merci beaucoup, Eric. Une dernière question qui nous est posée par Caroline, sans doute pour Cécile. Pour réaliser des créations authentiques, proches de la réalité des gens, il faut avoir accès à des photos de vraies personnes. Est-ce que c'est une préoccupation prioritaire pour les banques d'images de créer des images représentatives de diversité et d'inclusivité? Ah ben, je suis ravie de cette question parce que c'est le but de Visual GPS. Effectivement, cette analyse nous permet, nous en tout cas, d'orienter nos photographes sur voilà les photos qu'il faut produire aujourd'hui, voilà les photos qu'il faut qu'on propose à nos clients parce que on va leur donner à disposition ces photos vraies avec des vrais gens. Et je pense que la meilleure illustration de cet engagement, c'est justement la campagne que je vous ai présentée, la collection Show Us. Je pense qu'on ne peut pas faire plus vrai, on ne peut pas faire plus naturel, on ne peut pas faire plus authentique que cette collection qui est tout à fait disponible sur Getty. C'est les femmes telles qu'elles sont. C'est la plus belle façon d'illustrer notre volonté, en tout cas, d'intégrer de la réalité, de la diversité et de l'inclusion dans l'ensemble des photos qu'on peut vous proposer. Merci beaucoup, Cécile. Et nous arrivons à la fin de ce webinaire. Je voudrais remercier tous nos participants, Agathe Hoffman d'Exaprint, Benjamin Lassalle de la Régie du Figaro, Cécile, que l'on vient d'entendre, Darmaillan de Getty Images, Eric Prousset de la Post Solutions Business, Mélanie Pennec de DDB Paris, toute l'équipe de CB News également, Marie-Ophélie, Hélène, qui ont participé à l'organisation de ce webinaire, notre partenaire Exaprint, co-organisateur de ce webinaire, et vous remercier tous, vous derrière votre écran qui nous avez suivis ce matin. J'espère que ce fut un webinaire qui vous a appris de nombreuses choses. N'hésitez pas à le revoir ou l'envoyer à des contacts qui peuvent être intéressés. Le replay sera disponible dès demain. Et enfin, n'hésitez pas à vous procurer le nouveau CB News d'avril avec un membre du gouvernement en couverture, et je vous laisserai découvrir lequel. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine à tous.